Bonjour, bonjour les amis. Nous voilà donc de retour après 3 semaines qui ont été consacrées à se tenir à distance des Jeux Olympiques. J'ai écrit un article sur Vue du droit. J'ai toujours adoré le sport, j'en ai pratiqué pas mal. Et j'ai toujours regardé le sport à la télévision, que ce soit le rugby d'abord, le foot et même les Jeux Olympiques. J'adorais ça. Malheureusement, ça a pris une tournure qui aujourd'hui me semble vraiment problématique. Et puis la façon dont ça s'est passé dans notre pays, cette espèce de montage artificiel, cette espèce de village Potemkin pour dire que ça avait été formidable. Ça m'a un peu renvoyé à la Coupe du Monde de foot 98, Black Blanc Beurre, tout le monde s'aimait, ça n'a pas duré longtemps. Enfin bon, on y reviendra probablement parce que la situation politique en France est très particulière. Alors, c'est donc une rentrée. Je fais cette petite introduction rapide. Je reviendrai plus longuement sur un certain nombre de choses, mais là, c'est pour introduire une vidéo de débat avec mes deux comparses, c'est-à-dire Hervé Carès et Alexandre Robert, notre ami canadien, à propos de l'offensive de Koursk, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'opération menée un peu à la surprise générale par les Ukrainiens, qui ont fait une incursion, parce qu'ils sont pas envahis. Ils n'ont pas envahi la Russie, il faut être sérieux, mais ils ont fait une incursion assez particulière. Alors ça a provoqué beaucoup de débats. On a vu tous les trolls sortir du bois. Alors les pro-ukrainiens qui ont recommencé leur litanie de bêtises. Et en face, alors le symétrique, ce sont les trolls pro-russes qui s'affolent très vite et ne comprennent pas qu'on ne massacre pas toute la population ukrainienne et qu'on n'atomise pas Kiev, Kharkov, Odessa, etc. Donc, je caricature bien sûr, tout ça n'est ni très intéressant ni très sérieux, mais il m'est apparu nécessaire d'essayer de faire un petit peu la clarté sur certains aspects. Moi, je considère que beaucoup de questions restent en suspens. On ne sait pas très bien quels sont les objectifs poursuivis par l'Ukraine, mais au nom de l'Occident et au nom de l'OTAN. On va voir ce que nous en disent nos deux amis Hervé et Alexandre, et tout ceci est bien évidemment à suivre. Donc, vidéo numéro 89, ce qui explique que nous ayons eu le générique habituel, enfin il n'est pas habituel dans la mesure où il change à chaque fois, et cette fois-ci, il y avait une présence encore plus importante que d'habitude de notre amie Maria Zakharova. Bon, eh bien écoutez, bonne vidéo et à très bientôt. Bonjour, bonjour à tous. Au milieu de ces vacances, on commence un peu à se tirer après qu'on ait pris, je crois, tous les trois un petit peu de bon temps. Pour ce qui me concerne, je rentre d'un petit voyage. Euh, j'ai souhaité qu'on fasse peut-être un petit point sur ce qui se passe à Koursk, hein, l'offensive de Koursk avec la référence de 1943. Ah, mais c'est amusant de voir qu'il y a des noms comme ça qui ont une valeur symbolique très forte, quoi. Et Mhm, donc, mhm. cette opération menée à la surprise générale, il faut être clair, par les Ukrainiens qui ont manifestement, semble-t-il, surpris les Russes. Je ne souscris pas trop à l'hypothèse selon laquelle il y aurait eu un piège. Bon, moi, ce qui me surprend, mais vous allez nous le dire, ce qui me surprend, c'est que les Russes n'aient pas vu arriver les choses. C'est-à-dire que les concentrations, les Ukrainiens ont amené du monde, que les Russes aient pu être surpris au niveau du renseignement, ça m'étonne un peu, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais commencer au montage par une petite vidéo très courte d'LCI qui montre bien un petit peu la perplexité des médias occidentaux. Il n'y a pas que les médias français, la presse américaine aussi, qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'ont voulu faire les Ukrainiens? Et comme il y a le débat autour de ça aussi sur euh, les poursuites engagées contre un Volodymyr
Z, il y a eu un mandat d'arrêt envoyé contre un gars qui s'appelle comme ça pour essayer de faire porter la responsabilité du sabotage de Nord Stream 2 aux Ukrainiens, ce qui est à mon avis une plaisanterie. Enfin bon, donc cette petite vidéo montre bien la perplexité. Donc on va commencer par Énorme là. pari en fait que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Koursk. Pourquoi et pour combien de temps en fait en réalité? C'est ça, et c'est ce que les gens ici, en fait, même les militaires, hein, ils se posent la question, parce que autant Pokrovsk, c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk, c'est un nœud stratégique. Autant Soudia, la ville de Soudia, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Kursk, parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudia et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Koursk pour régler la situation. Il y a même une date ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre, le temps que les Russes s'installent vraiment et vraiment progresser dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pourquoi faire? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès, parce que depuis quelque temps, ça peinait un peu là avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant, c'est plus du grignotage. Maintenant, carrément, là, ils avancent très vite. Mais pendant des mois, ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires. C'est aussi se prouver ça, et ça a remonté le moral des soldats. C'est déjà en ça au moins une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs. Et ils nous le disent aussi. Ils nous disent on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Koursk. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, voilà. Alors, messieurs, je ne sais pas dans quel ordre on va le faire. On va peut-être, je te propose, Hervé, que on donne la priorité à notre ami Alexandre, qui est toujours très mobilisé sur tous les théâtres d'opération, pour savoir Mhm. ce qu'il pense. Je parle bien de la dimension militaire de Oui, oui. cette initiative qui a été lancée par les Ukrainiens. Eh bien, il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas où commencer. Déjà, merci pour l'invitation, comme toujours. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Donc, alors, l'offensive de course, personne ne l'a vu venir. Je pense que c'est la chose la plus importante et je pense que les médias ne sont pas très contents de ne pas avoir été avertis de cette offensive comme pour la dernière. Ils voulaient rentabiliser au maximum. Cette fois-ci, ils n'ont pas pu faire ça. Donc, personne n'a vu venir cette offensive et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire dans un cas pareil. C'est-à-dire, on attaque sans avertir l'ennemi. C'est la base de l'art de la guerre. Donc, je pense que bon, j'ai fait une vidéo, deux d'ailleurs. En fait, j'ai fait deux vidéos sur l'offensive de Kursk parce que je pense quand même que c'est très important de regarder les détails de cette attaque et surtout comment les Ukrainiens ont pu camoufler en utilisant des tactiques de Maskirovka leur plan de bataille. Donc, premièrement, je pense que les Russes avaient quand même vu une concentration de force dans le secteur. Maintenant, comme toujours, c'est les Russes se disaient et je pense que c'est leur gros problème. Les Ukrainiens ne vont jamais faire ça. C'est-à-dire que les Russes eux-mêmes s'étaient mis dans une position que les Ukrainiens vont que combattre pour libérer leur territoire national, mais qui ne n'iraient jamais aussi loin que d'attaquer le territoire russe. Donc, ils se sont déjà ancrés psychologiquement sur une posture, un- une certaine posture, disons. Maintenant, j'en avais parlé fin juin. Je pensais vraiment, et c'est ce que les chaînes Telegram russes aussi rediffusaient, que les Ukrainiens allaient lancer une contre-offensive, mais sur Kharkiv. C'est-à-dire pour repousser les troupes russes qui s'étaient avancées vers Vovchansk, qui est au nord de Kharkiv. Donc les Russes pensaient que, bien, c'était ça l'axe d'attaque principal. Et au dernier moment, les Ukrainiens attaquent sur Kursk. Les Russes n'ont rien vu venir. D'ailleurs, s'ils avaient prévu un piège, quoi que ce soit, on ne fait pas ça en mettant des conscrits soutenus par quelques officiers du FSB en première ligne. On ne va pas mettre des pauvres conscrits de 18-19 ans en chair à pâté comme ça en première ligne. Donc, ce n'est pas vraiment le plan. Donc, de ce que j'ai lu aussi,
très peu de personnes étaient au courant de ce plan. Parce que, on doit être honnête, il y a un nombre d'espions assez important qui travaillent, des informateurs qui travaillent pour les Russes, qui leur donnent des informations. Cette fois-ci, il n'y avait que le président, général Sersky et quelques officiers de brigade qui étaient au courant. Et ça a marché, puisque les Russes n'ont pas eu vent de cette attaque. D'ailleurs, il y a le commandant de la 80e brigade aéroportée. Il a été démis de ses fonctions parce que il ne pensait pas être capable, il ne pensait pas que sa brigade soit capable d'une mission. Et en fait, on l'a appris une semaine avant l'offensive. Je vais essayer de résumer. Il a dit que sa brigade devait être employée pour une certaine mission dans le Donbass. Il ne spécifie pas où, mais dans le Donbass. Et il ne pensait pas qu'elle tiendrait le coup. Et il a été démis de ses fonctions par le général Syrski. Syrski a dit, c'est pas, il y a rien de mal là-dedans, mais j'ai besoin de gens motivés. Et pour l'exemple, il a été démis de ses fonctions. Cette brigade a été le fer de lance de cette offensive sur Kursk. Donc, il y a quand même eu une sorte de chape de plomb sur cette offensive et on ne pouvait pas discuter non plus, surtout les officiers subalternes ne pouvaient pas discuter de cette stratégie. Bon, en termes techniques, les Ukrainiens aussi ont pu garder, selon moi, Hervé, tu me corriges, une sorte de maskirovka, puisqu'ils ont employé euh, leurs forces au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de cacher quelques bataillons qu'on envoie comme ça, tac, 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 un, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de troupes. Mais l'aspect le plus important, selon moi, c'est qu'il y a une énorme forêt à côté de Soumy. Dans cette forêt, on peut camoufler des dizaines de milliers d'hommes et d'équipements sans que l'ennemi ne le voie, surtout en été, avec tout le feuillage, toute la verdure. Même avec des drones, on ne pourrait pas voir le nombre réel de troupes dans cette zone. Et ça a été la zone de concentration des troupes ukrainiennes et ils ont percé le front. Hervé, tu continues? Ouais, alors d'abord, moi je vais dire quelque chose sur le général Syrski qui a souvent été décrié par les médias occidentaux et même en Ukraine, parce que le général Syrski, qui est un russe au départ, a Ouais, été l'artisan de la fameuse offensive de Kharkov sur la zone de Kharkov ouais, 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 en ouais. 2022 et qui Mhm. utilise quasiment les mêmes outils tactiques. On est sur les Absolument. mêmes outils, les mêmes procédures. Et c'est pour ça que chaque fois que j'entends parler du général Syrski comme d'un boucher, je suis très très mesuré parce que jusqu'à Mhm. présent, Mhm. les seules manœuvres, on va dire, type Blitzkrieg qui ont été faites par l'armée ukrainienne, c'était Syrski qui était à l'origine. Et pendant les combats contre les séparatistes, la seule victoire ukrainienne, ça a été aussi alors je ne me rappelle plus la date Mhm. également, mais ça a été également une victoire qui a été due au général Syrski. Donc il faut rester très très mesuré sur les avis que l'on donne sur les personnes ou notre. Et je suis convaincu par contre que c'est le général Jaloudny qui s'est buté sur l'offensive d'été et il voulait absolument passer. Et que Sierski, par contre, était beaucoup plus mesuré. Lui était Absolument. d'ailleurs plutôt sur le front nord. Ça, c'est le premier point. Mhm. Alors, je souscris tout à fait à cette idée de secret qui a été gardé. Il a été aussi gardé parce que d'une manière un petit peu paradoxale, les Russes, en faisant leur action sur Kharkov, ont permis aux Ukrainiens de masser des forces. Et ce qui fait que même Ouais. s'ils ils ont détecté en fait Mhm. des forces ukrainiennes qui se massaient vers Soumy, ils ne savaient pas trop en fait pourquoi elles étaient là. Ouais, Ils n'avaient absolument. pas, Ouais, en c'est fait, vrai. ils n'arrivaient pas à déterminer. Je pense que techniquement, ils avaient du renseignement, mais le problème, c'est qu'entre le renseignement et l'analyse que l'on fait, parfois, elle n'est pas tout à fait en accord avec ce qui va se passer. Sinon, il n'y aurait jamais de surprise. La deuxième chose, c'est que je pense que les Russes ne pensaient pas du tout que le front allait être attaqué, puisque lorsqu'on regarde la stratégie ukrainienne, elle est basée vraiment sur la récupération du territoire. Donc, honnêtement, sur un plan rationnel, parce qu'on est face, en fait, avec les Russes, que ce soit au niveau politique et au niveau des états-majors, à des gens qui sont très, très rationnels et qui basent tout sur la rationalité. C'est peut-être un héritage soviétique, mais on est là-dessus. Et je pense qu'ils étaient convaincus qu'il n'y aurait pas d'offensive importante des Ukrainiens. Alors, c'est pour ça que ce que tu dis, c'est très intéressant. Au départ, lorsqu'ils ont envoyé des troupes, et notamment des rebelles ou des retournés russes et puis géorgiens, Ouais, les ouais, Russes ouais. ont cru que c'était comme d'habitude des incursions, comme Ouais, dirait. voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Ils se sont dit, j'ai une question double à tous les deux.
Je Attends, j'ai pas terminé. te coupe juste à ce stade. Je te Ouais. coupe juste à ce stade. Euh, Est-ce que on peut imaginer que, et on le verra dans la suite, que dans la mesure où on a du mal à savoir quel est l'objectif opérationnel et stratégique de ça, est-ce que les Ruskov, n'étant pas trop rationnels justement, ne se sont pas dit, ils vont pas faire ça, ça n'a aucun intérêt. Non, Attends, mais attends, mais on va laisser finir Hervé attends, 2 secondes. laisse-moi terminer. Donc là, ils ont commencé comme ça. Donc les Russes se sont dit, c'est comme d'habitude, on va gérer ça Hmm. avec Akhmat, ainsi de suite. Seulement après, Ah, les Ukrainiens ont envoyé, derrière les premières incursions, ils ont envoyé leur détachement de reconnaissance dans la profondeur. C'est la même manœuvre qu'à Kharkiv, hein, que sur la zone de Kharkiv. Et derrière, ok. par contre, il y a des moyens blindés lourds qui sont arrivés. Donc là, on a changé de dimension. Et là, les Russes se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais on est face en Russie à des gens, ce sont des animaux à sang-froid, et notamment au niveau politique. Je pense que rapidement, ils ont fait le raisonnement selon lequel cette zone-là, même si symboliquement elle est gênante pour le Kremlin et qu'elle a mis en difficulté d'une certaine manière les affirmations du président Poutine sur l'inviolabilité du territoire russe, pragmatiquement, cette zone, quand on la regarde, la zone où se sont infiltrés les Ukrainiens, c'est une zone, il y a des bois, il y a des cours d'eau, il y a très très peu de population, entre 9 000 et 10 000 habitants, et la plus grosse agglomération dont on parle sans arrêt, Souja, c'est 5 000 habitants. Donc je pense que ils se sont dit, OK, politiquement, c'est ennuyeux, c'est très ennuyeux, mais militairement, on va chercher, nous, à nous rétablir. Un petit peu ce qu'ils ont fait sur l'offensive de Kharkiv. Au début, ça n'a pas été brillant, hein. Ils se sont repliés, et puis après, ils déterminent une zone qu'ils vont tenir, et sur laquelle ensuite ils vont faire jouer leurs appuis-feu, comme sur Kharkiv. Alors la zone est quand Mais même soyons partie. honnêtes, Hervé, les Russes n'ont toujours pas récupéré le terrain qu'ils ont perdu à Kharkiv. Très peu, ils grignotent le terrain. Oui, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi parce qu'on est sur une configuration différente. Parce que Absolument. on est sur. Je ne parle pas de Kharkiv, je parle de l'offensive là. Ah, Euh, d'accord. sur, sur cette offensive-là, ils vont, à mon avis, ils vont chercher à tenir un périmètre. Évite. De toute façon, les Ukrainiens, plus ils s'enfoncent dans le territoire, plus ils se mettent en difficulté. Pourquoi? Mhm. Parce que il y a un problème logistique qui est énorme. Alors, on parle sans arrêt des munitions, ainsi de suite, mais le premier des problèmes logistiques, c'est le ravitaillement en carburant. Et le ravitaillement en carburant, c'est Ouais. vraiment un ravitaillement qui demande énormément d'organisation et qui est très, très risqué sur le plan Mhm. du mode opératoire. Ça se fait de nuit, il y a des zones de regroupement, il y a des zones d'attente, il y a les citernes qui arrivent. Et, Mhm. et ce ravitaillement en carburant, il est peut-être moins important pour des moyens légers qui s'infiltrent, mais dès qu'on a des véhicules blindés à roues ou surtout à Mhm. chenilles, là, il devient très important. Ouais, c'est Et vrai. je pense qu'à un moment donné, les Ukrainiens, parce que là, on parle de territoires contrôlés, non, ce sont des avancées. Ensuite, à un moment donné, ils vont avoir un raisonnement rationnel. Il faut qu'on tienne le territoire de manière à ce que ça soit ennuyeux politiquement quand même de manière durable pour le Kremlin et que ça mobilise quand même un minimum de force côté russe, puisque les Russes ont été obligés quand même de récupérer des forces. Et ce qui est très important de noter, c'est que les Russes qui pouvaient engager des unités de conscrits n'ont pas engagé des unités de conscrits. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la stratégie globale du pouvoir russe qui est de limiter au maximum les effets sociétaux de cette guerre sur la Mhm. population russe. Ils ont préféré aller chercher des unités qui étaient sur le front à des endroits qui étaient moins actifs que le Donbass pour les remettre sur cette zone-là. Et ce qui est logique, parce que lorsqu'on a une unité qui est sur le pied de guerre, c'est plus rapide, c'est plus facile de la déplacer que prendre une unité qui est au Mhm. centre de la Russie ou au sud ou au nord de la Russie, qui n'est pas sur le pied de guerre, la mettre sur le pied de guerre et surtout si elle n'a aucune expérience du combat. Donc on voit très bien que pour l'instant, la stratégie globale russe, qui est, je dis bien globale, de limiter l'effet sociétal de la guerre sur la population et sur l'économie, est poursuivie. Alors sur le plan militaire, leur stratégie, c'est très clairement poursuite de la guerre d'attrition et faire effort sur le Donbass. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé la stratégie globale Mais, des mais Russes. tu, mais tu Oui. vois, c'est là où c'est très intéressant et je te suis totalement sur cette idée, mais peut-être on pourrait croire que les Ukrainiens se disent déjà qu'ils vont perdre le Donbass. C'est-à-dire qu'ils sont dans une optique
de se dire, bon, on va faire payer les Russes pour le Donbass, mais qu'ils l'ont déjà perdu psychologiquement. C'est possible. Dans l'état-major, peut-être, ils se sont dit, bon, on sait que c'est fini, Ouais. mais on va prendre des gages territoriaux Ouais, à gauche à on droite. va reboucler sur les objectifs. Je pense qu'un des objectifs des Ukrainiens, c'était bien sûr, entre guillemets, de provoquer au plan politique la Mhm. nécessité pour les Russes soit d'une mobilisation, soit d'engager des conscrits. Et là, il touchait à un des centres de gravité russes, qui est Mhm. l'acceptation sociétale Mhm. de la guerre. D'un autre côté, un des centres de gravité des Ukrainiens, c'est la volonté de se battre. Elle était un petit peu en baisse. Et donc, il y a une volonté également de montrer que l'armée ukrainienne, qui subit quand même depuis Ouais, ouais. presque Un 9 mois an. dans le Donbass, qui C'est subit, ça. il faut le dire, qu'elle était capable de mener une offensive et de redonner en Mhm. fait du cœur à l'ouvrage d'une certaine manière à l'armée ukrainienne et à la population ukrainienne qui elle aussi subit quand même depuis très longtemps. Donc je pense qu'on est un petit peu sur ce type et cette manœuvre-là, c'est là où je te rejoins parce que j'ai vu les échanges qu'on a eu tous les deux. C'est vrai que d'une certaine manière, les Ukrainiens, soit ils avaient une manœuvre classique et ils pouvaient très bien contre-attaquer ou sur Kharkiv ou sur le Donbass, mais il reste quand même des options éventuelles, mais bon, je ne sais pas quels sont leurs moyens. Mais là, ils ont joué à un coup qui aurait pu déstabiliser le pouvoir russe et les forcer justement à Voilà, voilà. engager des unités de conscrits de manière massive avec les pertes consécutives. Oui, Donc, c'est ça, parce que oui, parce qu'on en a discuté en privé, mais en gros, si on se met dans l'état-major ukrainien, quelles étaient les options pour changer la balance, pour montrer que l'Ukraine est encore capable de se battre? Bon, il faut une attaque. Une attaque où? Sur la ligne de Zaporizhia? Non, ça n'a pas marché la dernière fois, ça ne marchera pas avec moins de Il y en a qui moyens. ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, ça c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, ah bon, après, ils peuvent contre-attaquer à Pokrovsk. Bon, se jeter dans la gueule du loup, ce serait se jeter dans la gueule du loup, il y aurait des pertes énormes et ça serait aléatoire. Bon. Deuxièmement, Kupiansk, peut-être. Ça aurait été pas si mauvais, mais il y a quand même de fortes réserves russes. Donc, partout, le front est cadenassé. Donc, la seule manière de changer la balance, ça serait d'attaquer ailleurs. Bon. Contre-attaquer sur Kharkiv, ça ne sert à rien, puisque c'est un front secondaire pour les Russes de toute façon. Donc, les Russes s'attendent de toute façon à pouvoir reculer à n'importe quel moment. Et je pense que c'était un peu le plan de bataille des Russes, c'est-à-dire d'attendre que les Ukrainiens contre-attaquent, leur infliger un maximum de pertes sur un territoire assez restreint et de simplement faire une manœuvre rétrograde si nécessaire, d'infliger le plus de pertes. Mais c'est là où d'attaquer sur le territoire russe, ils attaquent une ligne rouge, puisque personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer si l'Ukraine attaque le territoire russe. On pensait vraiment à une guerre totale, attention, pas nous, mais je veux dire les gens en ouais. général. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de répercussions majeures en Russie, il n'y a pas eu cette mobilisation, il n'y a pas eu l'utilisation de conscrits. Mais tout dépend du développement du front dans les prochains jours. Parce que de ce que je vois sur le terrain, après peut-être j'ai tort, peut-être j'ai tort, mais il y a quand même une situation inconfortable pour les Russes. Les Russes ont tenu les axes principaux, c'est-à-dire les axes qui mènent vers Koursk ont été assez bloqués, mais les Ukrainiens continuent à faire des progrès et je pense que les Russes vont être obligés de réagir à un moment. Il y a les ponts au sud de la rivière Sem qui se font exploser. Les Russes vont devoir reculer de cette zone à un moment donné, mais il y a des petites villes qui risquent de tomber. Euh, on- Ça va être compliqué. Donc, après, on connaît les Russes. Je vais juste dire, après, on connaît les Russes. Napoléon et au temps pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont un territoire énorme et ça ne les dérange pas du tout de laisser du territoire national. Ouais. Alors moi, Moi, je je pense. voulais dire un Ouais. mot. Je voulais dire Vas-y. un mot sur la réaction russe. Moi, bon, j'étais un peu aux nouvelles. Ça produit l'effet inverse. C'est-à-dire, et ça, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut déstabiliser le pouvoir russe? Ça, l'Occident en rêve depuis 3 ans, depuis même, je dirais, 2014. Hein. Les sanctions, on va les mettre à genoux, il a 25 cancers et tout. Ça n'a jamais marché. Bon. Donc, et ça produit l'effet inverse dans la mesure où ça nourrit effectivement les excités,
que Poutine essaye de contenir, qui disent qu'est-ce qu'on attend pour taper fort? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que la question des lignes rouges, c'est une invention occidentale. Les lignes rouges de Poutine, sont pas les Russes qui les établissent, qui disent ça, vous pourrez pas le franchir, ça, vous Comme les pourrez pas le 3 jours sur franchir. Kiev. Alors ça, c'est ma préférée. L'idée de prendre Kiev en 3 jours, ça a été inventé par l'état-major américain. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc, là, en l'occurrence, et puis ça ne correspond pas à la conduite de la direction, je l'élargis, c'est pas que Poutine, hein, qui sont des gens, des animaux à sang-froid et rationnels. Donc, l'objectif, on est sur la question des objectifs, à propos d'une opération qui est une opération qui a par pas mal de côtés des aspects brillants, c'est que cet objectif de déstabiliser la direction russe, moi personnellement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils sont quand même, ils sont déjà objectivement Régis, costauds. Mais mais pourquoi on n'y croit pas? C'est que cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé de troupes de soi-disant russes retournées. C'est-à-dire que peut-être avant, c'était l'objectif en utilisant cette légion russe, mais cette fois-ci, ce sont des troupes ukrainiennes qui attaquent. Donc, l'objectif est différent. C'est sûr que oui, mais il c'est... y a un risque. Alors, je reviens sur le risque, toujours et toujours, parce que bon, quand les Ukrainiens ont élaboré leur plan, quand ils ont pris leurs décisions, ils ont réfléchi aux différentes hypothèses. Il semble quand même qu'ils aient pris beaucoup de risques. Ils ont dégarni des endroits du front. C'est venu. Alors ça, je sais pas. Hein, moi, je vous demande votre avis, mais ils ont quand même pris des risques. Il semble qu'ils aient des pertes importantes parce que les Bah autres ont des attendez, pertes un peu plus terribles. Hein. on va répondre tout de suite à la première question. D'accord? Sinon, je vais Vas-y. oublier. En ce qui concerne de dégarnir le front, je suis pas sûr. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'utilisent pas de brigade avec l'effectif complet depuis le début de la guerre. C'est-à-dire qu'on voit des bataillons de certaines brigades. Et donc, ce n'est pas nécessairement toute la brigade, la 80e brigade, qui est sur le front de course, mais ça serait un bataillon, peut-être deux. Et donc, les autres bataillons sont toujours dans le Donbass. Donc, je pense que ce sont des bataillons, de ce que j'ai compris, parce que je parle des fois avec des gens qui combattent en Ukraine. Et, et en fait, ils me disent qu'en fait, il y a une sorte de rotation. Euh, il y a peut-être deux bataillons de chaque brigade sur le front, deux en arrière. Et c'est là où on remplit pour le matériel, on remplace les pertes, on fait l'entraînement continu. Donc c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'ils ont pris ces régiments, bataillons qui étaient en réserve. Ils en ont fait une sorte de Kampfgruppe à l'allemande. Euh, on a, on a mélangé un peu les bataillons de toutes les brigades et on les a envoyés vers le nord. Donc je ne pense pas qu'ils ont dégarni le front en tant que tel, surtout que beaucoup d'unités étaient supposées attaquer sur Kharkiv. Mais la question, c'est est-ce que ces troupes auraient été plus utiles ailleurs? Je pense, je pense que c'est la question légitime. Je t'ai pas oublié, Hervé. Mais en gros, est-ce que ces troupes auraient pu être mieux utilisées pour défendre Pokrovsk, par exemple? Voilà, je pense que la grande question, c'est ça. Est-ce que ça a dégarni le front? Je ne pense pas. Est-ce qu'elles ont pu être mieux utilisées ailleurs? Voilà la question. Le temps nous le dira. Le problème, c'est le problème, c'est on en revient à ce que tu as dit. Est-ce que les Ukrainiens pensent qu'ils vont pouvoir conserver le Donbass? Moi, je Très pense que non, honnêtement, hein. s'ils se mettent en défense ferme face à la puissance de feu russe, et notamment maintenant avec cette utilisation systématique des bombes guidées, hein, Mhm. qui permettent justement de détruire les bâtiments bétonnés sur lesquels les troupes Mhm. ukrainiennes se retranchaient dans les villes. Et on le voit très bien, là, une des dernières villes qui a été Mhm. Mhm. abandonnée, enfin, ou village, il y a un grand bâtiment en béton. D'habitude, les Ukrainiens s'accrochaient sur ces bâtiments en béton. Ils ont préféré partir parce qu'ils Mhm. savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc, Mhm. je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Mhm. Donc, c'est un Mhm. coup Mhm. stratégique qu'ils ont voulu faire, hein, sur Je l'offensive. risque de le mentionner dans une vidéo. Comment? C'est bien Non, mais vu. c'est un coup Ce que tu viens de stratégique. dire, c'est vrai, Mais c'est vrai. parce qu'on est sur la stratégie du fou au fort. C'est que Mhm. en fait, ils vont attaquer dans des endroits où rationnellement, ou faire des coups, où rationnellement, les Russes
ne se disent c'est pas possible, on va pas faire ça puisque ça ne correspond pas rationnellement à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils ont annoncé et à leur volonté affichée de reconquérir leur territoire. Donc c'est la stratégie du fou au fort, c'est qu'on tape, mais en fait en face ils se disent mais c'est pas possible, c'est complètement irrationnel ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on ne peut pas écarter d'autres coups que l'on pourrait qualifier d'irrationnels, peut-être avec des moyens qui sont peut-être moins importants parce ils ont quand même mis pas mal de moyens, notamment en termes d'appui de guerre électronique et d'appui artillerie. Hein. Mais on est un petit peu dans. Ils sont en train de chercher à déstabiliser en fait un adversaire qui stratégiquement leur est supérieur sur le plan du matériel, sur le plan des ressources humaines, sur le plan de cette profondeur stratégique qu'ont les Russes, de toute façon, historiquement, ne serait-ce que par leur territoire. Donc, maintenant, ils savent en plus que les Occidentaux commencent à se fatiguer financièrement. Deux ans de guerre et on a donné quasiment l'équivalent du plan Marshall à l'Ukraine. Donc cet effort-là, les Occidentaux ne vont pas pouvoir le continuer. Hein. La plupart des pays européens sont dans une situation financière dramatique. Il suffit de voir maintenant les dernières annonces des Allemands, même s'il y a d'autres raisons également à ces annonces. Hein. On ne va pas épiloguer sur l'affaire de Nord Stream. Mais on est dans cette configuration. Alors maintenant, que peuvent faire les Ukrainiens sur ce front de Koursk? Moi, je pense que plus ils s'enfoncent, plus ils se mettent en danger. À un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Et je pense que de toute manière, il y a certainement un deuxième échelon qui est en train de s'arrêter et de s'enterrer hein, sur une Absolument. profondeur du territoire russe qui leur permet d'être appuyés par leur artillerie qui reste du côté de la frontière russe, frontière ukrainienne, pardon, en restant sous la bulle de défense antiaérienne qu'ils ont mis en place. Et également, surtout, ça c'est le plus important, que leurs plots logistiques, les plots logistiques de ravitaillement des unités, que ce soit des brigades et surtout des bataillons, soient toujours derrière la frontière ukrainienne, c'est-à-dire à environ 10 kilomètres de la frontière ukrainienne. Parce qu'un plot logistique pour un bataillon, alors on a des brigades qui sont quasiment des gros régiments, globalement c'est entre 10 et 15 kilomètres dans l'armée française, mais c'est partout dans les mêmes armées. Et donc, ces plots logistiques, il va y avoir le ravitaillement en vivres, le sanitaire, il va y avoir toute l'aspect approvisionnement, munitions, ainsi de suite, également en pièces détachées, les réparations sommaires, mais surtout le carburant. Et là, plus ils s'enfoncent dans le territoire russe, plus ils risquent de se retrouver dans la même position que les Russes lors de leur offensive sur Kiev en 2022, savoir des véhicules, tout simplement, qui vont être abandonnés, c'est déjà arrivé, faute de carburant. Donc, ce n'est pas leur intérêt. Et leur intérêt, maintenant, ça va être de tenir le plus longtemps possible une phase de territoire qui est tenable en bénéficiant de leurs appuis protégés qui seraient restés justement derrière la frontière ukrainienne et avec des lignes logistiques qui sont pas fragiles et attaquables facilement par les Russes. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'ils sont en train de détruire les ponts sur la rivière Siem, parce que justement, ça leur permet de se flangarder sur la partie en fait nord de leur incursion. Et donc on voit très bien qu'ils sont en train de commencer à créer cette zone qu'ils vont chercher à tenir le plus longtemps possible. Alors combien de temps ils vont la tenir? Plus longtemps ils vont la tenir, plus ils vont hypothéquer quand même des unités et des moyens d'appui, parce que les autres derrière, il est clair qu'ils vont faire la même chose que sur mis à part que c'est leur territoire. Alors on pourrait se dire qu'ils vont y aller avec la main légère parce que c'est leur territoire, mais c'est un territoire qui est vide. Hein, il n'y a pas d'enjeu stratégique. Donc je pense qu'ils vont faire comme d'habitude, c'est qu'ils vont utiliser leur puissance de feu et puis chercher à écraser et puis après libérer leur territoire. Et par contre, il est clair que dès qu'ils en auront les moyens, les Russes, par contre, comme sur Kharkiv, ils vont chercher à créer eux aussi une zone tampon. Bon, on n'en est pas encore là. Hein. Oui, 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 j'ai bien vu Alors, cette opération. En fait, c'est que j'en avais parlé de cette possible contre-attaque russe de Glushkovo, c'est-à-dire par la rivière Siem, et de taper plein sud pour couper les lignes logistiques des Ukrainiens. Ça, c'était un coup classique et les Ukrainiens l'ont vu venir. Ils ont tout de suite commencé à taper cette zone dès qu'ils ont commencé à voir certaines concentrations de troupes. Et je pense que tu as totalement, tout à fait raison. Je pense que c'est dans le plus grand intérêt des Ukrainiens de capturer la ville de Korenevo. C'est-à-dire que en ayant Souja et Korenevo, ils ont deux centres urbains sur lesquels ils peuvent s'accrocher et construire cette zone tampon. Je pense que
de pousser au-delà, ça risque d'être compliqué, mais déjà de fortifier, de prendre cette zone, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Il y a Belitsa au sud-est de Souja aussi qui pourrait être intéressant. Et comme ça, ils contrôlent tout un axe routier de plusieurs dizaines de kilomètres. Et on va voir ce qu'ils peuvent faire avec ça. Mais, euh, Ouais, mais la question, attends, voilà, est-ce c'est que... une très bonne question. Parce que tu es en train de décrire, moi je suis toujours le profane qui arrive, tu es en train de décrire ce qu'il pourrait tenir, Mhm. mais déjà à quel prix? Déjà, bon, enfin, Ben, tu ça sais, dépend beaucoup de la réaction des Russes, mais surtout pourquoi faire? C'est là où je reviens alors, à mon idée. Ils vont tenir ça et ça laisse entier le problème. Quel est leur objectif? Qui est c'est pas une opération folle du tout. Elle a été construite, elle a été visée par plein de gens, elle a été validée par les Occidentaux. Faut pas nous raconter d'histoire. Hein. peut-être, je suis pas sûr. Oh, C'est-à-dire que, oui, oui, d'un il faut côté, oui, l'ISR, il faut toute la couverture renseignement, il faut le. oui, Enfin, mais tu sais, dans l'optique qui se disent que les gouvernements européens sont infiltrés par les Russes, je pense qu'ils ont juste dit, on va faire une opération vers la Russie, et ils ont attendu le oui. On se souvient donc des discussions de toutes les dernières semaines de l'utilisation du matériel occidental en Russie. Et ça, les Européens, ils ont dit oui finalement. Mais je ne pense pas que les Ukrainiens n'ont vraiment ont établi ce plan aux troupes de l'OTAN ou au gouvernement européen, puisque les Européens auraient dit non, de toute façon. Et je et les pense que, Américains aussi, ou à l'OTAN, parce que oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un doute. Je dis peut-être, mais en même temps, sachant que ils doutent aussi des Européens, puisqu'ils se disent qu'ils sont infiltrés par des espions russes qui sont prêts à vendre l'information. Donc, je pense que c'est un cercle très restreint qui savait exactement au sujet de l'opération de Kursk. Je pense qu'il y avait des rumeurs d'opérations de frappe sur la Russie, mais je ne pense pas qu'il y avait plus que ça. Mais je voulais y répondre sur la question au sujet des pertes. Hervé a raison, il a dit que de tenir une stratégie de défense ferme contre les bombes FAB, c'est inutile. On fait juste augmenter le nombre de pertes. Mais ces bombes sont beaucoup moins efficaces contre des colonnes extrêmement mobiles, dans des territoires où il n'y a pas de tranchées, très peu de repères, beaucoup de forêts. Donc, je pense qu'il y a eu des pertes ukrainiennes, mais beaucoup moins importantes sur le front de course que ce que les Russes annoncent, de la même manière que les pertes russes sur Pokrovsk sont probablement beaucoup plus basses que ce que les Ukrainiens annoncent. Je pense que c'est toujours l'idée de oui, on recule, mais on inflige beaucoup de pertes. Les deux camps l'utilisent, on le voit très bien. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu une vidéo d'un MRAP, donc d'un véhicule blindé, qui se fait toucher par un drone, mais tout l'équipage, on va dire tout le personnel à l'intérieur, a pu sortir. Donc, quand on voit ces vidéos de drones qui tapent sur des véhicules ukrainiens, on ne sait pas s'ils sont vides et qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et de toute façon, les soldats à l'intérieur sont probablement saufs. Donc, ils vont pouvoir sortir et utiliser un autre véhicule pour avancer. Donc, et les Russes ne peuvent pas utiliser l'artillerie contre des troupes qui bougent comme ça, comme une fourmilière. C'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et je pense que les Russes n'attendent que ce moment que les Ukrainiens consolident leur position pour pouvoir Mais, faire plein feu. Selon mais, moi, mais, ouais, mais ils vont être obligés de le faire. ils vont être obligés de le faire, mais je pense qu'ils vont essayer de le retarder le plus longtemps possible, puisque de s'arrêter Mais maintenant, c'est... c'est vraiment une balance risque-bénéfice, parce que Ouais. plus ils continuent à s'avancer, plus leurs lignes logistiques, quand même, sont frappées, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sur Soumy, actuellement, c'est d'ailleurs pour cela que les Ukrainiens ont évacué la population, le deuxième échelon, ce qu'on peut considérer comme le deuxième échelon ukrainien, il subit quand même énormément de frappes de la part des Russes, ce qui est logique, de toute façon. Mais tu sais, là, je regarde sur la carte, juste pour vous donner les chiffres. Donc, l'axe dont je vous parlais, Belitsa-Korenivo, c'est quand même environ 60 kilomètres. Donc ça, c'est, je pense, l'axe principal que les Ukrainiens essaient de capturer en horizontal. Mais je pense qu'il y a une autre ville qui pourrait frapper, c'est la ville de Rilsk, qui est à environ
Attendez, je vous le dis, 20 kilomètres au nord de Korniyevo et pas très loin de la frontière ukrainienne. Je pense que capturer cette ville, ça serait Ouais, vraiment moi, tac. Et tu y restes là, sur ces ouais, positions. tout à fait. Je pense que Koronevo, c'est très ambitieux pour les Ukrainiens et s'ils veulent tenir, en fait, tenir, hein, parce que le risque, c'est de se retrouver, en fait, en territoire ennemi et puis encerclé, tout simplement, hein, à terme. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette frange, je te dis, des 10 kilomètres, tout ce qui se rapproche des 10 kilomètres de la frontière Mhm. ukrainienne, de manière à ce qu'ils bénéficient des appuis, de, de Exact. leurs Ouais. appuis qui sont toujours derrière la frontière ukrainienne et sous la bulle de protection de la défense antiaérienne, voire de la guerre électronique, même si apparemment elle est moins efficace qu'au départ de l'offensive. Et surtout, les flux logistiques. Et les flux logistiques, c'est fondamental, en fait. C'est pour Oui. ça que les Russes, chaque fois qu'ils font des offensives, alors ils ne sont pas du tout sur les... Parce que je pense ils ont un très très mauvais souvenir de leur offensive éclair sur Kiev. Et chaque Mhm. fois, en fait, ils avancent doucement et en alignant et toujours avec ce souci de la logistique qui suit. En fait, Mhm. ils agissent un peu comme des Américains, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Hein, ouais. les Américains en Normandie, en fait, c'est ça. C'est que Mhm. pas un pas sans avoir écrasé, en fait, ce qui est en face, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus de charge de cavalerie. On ne parle même plus d'encerclement d'ailleurs. Vous avez vu que les Russes n'essayent. Oui, tactiquement, il y a des fois des petits encerclements, mais il n'y a plus de grandes manœuvres d'encerclement comme on aurait pu le croire au début de la guerre. Au début de la guerre, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? Il y avait notre ami Xavier Moreau, hein, il nous en a annoncé des chaudrons, des Kessel partout, hein, des Non, mais moi chaudrons aussi je partout. le Bon, faisais honnêtement. hein. Non, C'était. non, mais ça c'est Mais frappant. Mais attendez, c'était moi, je voudrais faire compréhensible. une. Quand on a vu Oui, la ouais, voilà. dynamique du début de la guerre, Voilà, notamment que voilà, ce soit voilà. sur Kherson ou sur Kiev, quand on a vu les troupes russes qui n'étaient pas très nombreuses avancer de manière très très rapide, et Mhm, surtout sur Kherson, hein, ils sont quand même arrivé aux limites de Nikolaïev. Donc mhm. c'est normal que ensuite il y a eu ce... Mais on est passé sur autre chose et puis la guerre a été transformée par ce front avec les drones, avec l'hypersurveillance. On est, on est passé sur un autre mode d'opération sur le front terrestre et sur les guerres futures à partir du moment où les armées ont des capacités comme ça de surveillance Et, et de et ça, frappe. c'est fondamental. Moi, je prends Mhm. cette comparaison, la guerre d'août 14, hein, où effectivement, avec les charges, avec la guerre de mouvement, qui aurait pu, et la conception qu'en avait le commandement, j'ai quelques réminiscences familiales de ça, personne n'imaginait ce que la guerre serait un an et demi après. C'est-à-dire qu'entre l'automne de 1914 et, par exemple, février 1916, personne n'imaginait que la guerre allait se transformer comme ça. Et moi, j'ai un Mais peu on en a eu l'impression. des murmures, c'est-à-dire qu'on a eu des avant-premières, disons, c'est-à-dire avec la guerre des bourgs, où les Anglais ont très bien vu que leur charge de cavalerie ne marchait pas. D'ailleurs, toute leur cavalerie a été transformée en une force de dragons pendant cette guerre, ce que les Français n'ont pas fait puisqu'ils n'ont pas vécu cet événement assez traumatisant. Et puis, ces lignes de redcoat qui avancent et qui se font étriller par le feu des bourgs, c'est-à-dire quelques centaines de tireurs qui pouvaient étrier une colonne avec le soutien de l'artillerie, les Anglais ont eu leur leçon de ce que le feu peut faire. Et puis, il y a eu la guerre russo-japonaise où c'était les guerres de tranchées avec barbelés. La seule différence, c'est que les Japonais ont gagné. Malheureusement pour tout le monde en Europe, les Japonais ont gagné et ça a prouvé à tout le monde que une attaque bien menée avec de l'entrain peut nous faire gagner la guerre. La Maintenant, Furia française, oui. oui d'ailleurs, Non, mais mais je veux en venir, là où je veux en venir avec août 14, c'est que le problème en août 14, il n'y a pas eu vraiment ces charges à la baïonnette comme on nous le fait croire. C'est une image d'Épinal. C'est-à-dire que le gros problème du commandement français en août 14, à part les décisions politiques d'enlever certains commandants qui étaient considérés trop cathos, tout ça, bon, on va pas en parler, mais c'était le manque de reconnaissance lors des mouvements. C'est-à-dire qu'on voulait garder le secret et l'effet de surprise des colonnes, donc, on les a fait avancer sans envoyer des éclaireurs en avant. On se disait, ah, mais les Allemands vont voir les éclaireurs, on va, toute notre manœuvre va être vue par l'ennemi. Sauf que comme ça, les colonnes entières d'infanterie sont rentrées en plein dans le piège de l'artillerie allemande.
il y a eu ça, et puis le fait, Rossignol, 20 000 morts en une journée. ouais, il y a eu ça, et puis le fait 27 000 morts. que Oui, si on l'artillerie, prend tout le ouais, front au ouais. complet, oui. Et le fait que l'artillerie de campagne française était une artillerie légère et qu'en face, ils avaient Entre autres, des entre pièces autres. de moyenne portée et de longue portée. Oui, Et c'est là absolument. où, surtout, il y avait ce Donc la danger. reconnaissance, mais là où je veux en venir, c'est-à-dire on va encore en reconnaissance. Les Allemands avaient une bien meilleure reconnaissance et avec leurs unités de Ulan Hmm. qui allaient en avant. Et souvent, je pense que de ce que j'ai lu, les unités de Ulan avaient même de l'artillerie tractée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient tirer tout seuls et faire feu sur les colonnes françaises. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que la guerre telle que on l'a imaginée, peut-être, ou on l'a vu se dérouler, ou on l'a anticipée en février 2022, et ce qu'elle est en réalité aujourd'hui, c'est plus la même chose du tout, quoi. C'est-à-dire Ah que oui, oui, là, bien on a sûr. appris. C'est une guerre. La guerre du 21e siècle est très différente de celle qu'on imaginait en février Et maintenant, qu'est-ce qui 2022, va hein. se passer d'ici un an? Peut-être la guerre aura encore une fois changé d'ici un an, on ne sait pas. La- Est-ce la- que vous pensez que la guerre va encore durer un an? Alors, justement, par rapport aux objectifs des uns et des autres, hein, donc pour l'instant, la question de l'objectif ukrainien reste ouverte concernant une opération qui a été bien menée. Mais Ah, pour pardon, juste là, je regarde de ce qu'on avait discuté, les objectifs. J'ai complètement. Alors, je voulais juste répondre ça avant qu'on change complètement de sujet. Alors, prise de la centrale nucléaire de Koursk, je pense pas que c'était l'objectif. Je pense que ça a été inventé. Ça n'a aucun rapport. Je pense que Hervé est Ça a été d'accord avec inventé, moi. ça a été inventé par les pro-russes, justement, pour montrer Ouais, un ouais. petit peu comme la prise de ils Kiev vont nous que, faire une bombe sale, que- etc. non, Ouais, non, mais ouais. non, non, mais non, que la manœuvre ukrainienne Ah, qu'elle a était un échoué. échec. Hmm. Il n'y a pas de rationalité. Alors là, je vais parler de rationalité à vouloir conquérir à environ 60 kilomètres de la frontière une Ouais, centrale oui, nucléaire c'est vrai. en activité, après la tenir avec le flux logistique C'est et ouais, c'est vrai, c'est vrai. sécurisé, c'est impossible. C'est C'est impossible. impossible. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas attaquer la centrale d'Energodar avec les mêmes Ah oui, forces? oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis, et en plus, elle est sur territoire Et, ukrainien, c'est plus. et sur le Voilà. territoire ukrainien, Non, elle est mais sur la c'était ligne de pour faire un front. échange, hein. Oui, Oui, mais mais un échange justement, pourquoi? justement. Mais pourquoi? C'est impossible, impossible. C'est Ok, impossible. et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils parlaient d'échange, mais ça me faisait rire. Si les Russes, ils disent non. Et alors? De toute façon, ils vont dire non, Non, de non. toute Oui, manière. voilà. Alors, tu Donc, disais, donc il y avait donc, ça. Ensuite, donc, on avait dit. numéro 2, on a dit opération de diversion pour contraindre les Russes à dégarnir. Peut-être. Oui, c'est plausible, hein. Ça pas, je dirais pas non. Je pense que oui, c'était un des objectifs. Je pense que les Ukrainiens n'avaient pas un objectif, selon moi, hein. Oui. C'est qu'ils, l'état-major, ils se sont rassemblés, on dit on fait cette opération, ça et ça. Je sais pas, j'ai jamais été dans un état-major. Hervé, tu pourras nous le dire, mais je pense qu'il y avait plusieurs points positifs à cette opération, dont une opération pour soulager le front de Pokrovsk. Ça, c'est clair, selon moi. Euh, bon, je continue. 3, prise de gages territoriaux pour la négociation. Je sais pas, les Russes, ils vont pas jamais accepter une négociation sans Kursk, hein. Donc, je pense que c'était, encore une fois, je pense que c'est des mythes qui ont été poussés par les médias en se disant, oui, voilà, on est proche d'une fin de guerre, on va faire des échanges. Les Russes, ne vont rien échanger, selon moi. Surtout après cette. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que dans les semaines qui ont précédé cette offensive, Zelensky parlait de paix. Il y avait beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le pouce qui sort, Et mais si, il y a et eu si, parce que beaucoup de. c'est l'intelligence Ah, artificielle. Qu'est-ce que tu veux? mais je pense qu'il y a eu cette discussion partout dans les médias sur une possible paix. Je pense que ça a fait partie de la Maskirovka d'ailleurs, que les Ukrainiens ont utilisé pour que les Russes baissent leur garde. Mais je pense que c'était du fake. Je pense pas que les Ukrainiens sont prêts au jour d'aujourd'hui à une paix. Et les Russes sont d'autant moins, vont moins penser à une paix après les attaques de Koursk. C'est-à-dire que les Ukrainiens parlent de paix, ils leur font un mauvais coup. Alors Non, là, non. De toute manière, pourquoi les Russes, alors je parle sur le plan de la stratégie globale, iraient vers la paix?
malgré les 20 000 sanctions, ils ont une économie qui ne s'est jamais Ouais. aussi portée aussi bien. C'est quand même un truc de fou, hein. Il y a une guerre qui profite à la société russe. Le seul risque vis-à-vis de la société russe, c'est qu'il y ait une nouvelle mobilisation ou que les conscrits soient envoyés sur le front. Et là, on pourrait se dire qu'il y a un des centres de gravité russe qui Mhm. est attaqué. Donc globalement, je dirais que jusqu'à présent, d'une certaine manière, il y a une profitabilité sociétale et économique de la guerre dans la société russe. C'est un truc, ce qui n'est pas le cas, par contre, bien sûr, côté ukrainien. Ensuite, sur le plan de la géopolitique, quand on voit de la manière dont, au plan géopolitique, les Russes sont en train de reconfigurer le Sud et des grands pays comme la Chine à leur profit, très honnêtement, quand on parle de la durée de la guerre, je pense qu'en l'état, eux, ils ne sont pas forcément pressés ou de faire un blitzkrieg pour prendre des risques. Ils préfèrent continuer la stratégie qu'ils ont mis en place, attrition et conquête du Donbass à minima et peut-être plus si jamais il y avait un effondrement de l'armée ukrainienne, mais un effondrement qui serait, à mon avis, comparable à celui de l'armée allemande, en fait, en 1918. C'est que ça serait un Mhm. épuisement en fait moral, Mhm. Mhm. euh, humain, Sociétal, humain et sociétal. surtout sociétal en fait. Ouais, ouais. Alors, quel était Je te suis. la quatrième que j'ai oublié, Oui, que alors vous je avez lis rassemblé? numéro 4. On s'est dit pure opération de communication pour les opinions ukrainiennes et occidentales. Euh, On fait partie. oui, On fait oui. partie. Et les opinions occidentales, ce que je disais en commençant, ont été circonspectes pour le moins. Il n'y a pas eu grand élan, même Oui, LCI a convoqué des imbéciles habituels, mais quand même, c'était bon, qu'est-ce que ça mais veut je dire? pense aussi, puisqu'ils ne comprennent, il faut pas oublier que ces gens, souvent, ne comprennent pas vraiment, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais l'art de la guerre. C'est-à-dire que ce sont des gens, des journalistes qui ils reportent des faits, on leur donne des lignes Ouais. éditoriales. Bon, Ouais, mais je suis désolé quand même, il y a sur les plateaux des militaires, des ex-militaires, enfin des oui, c'est vrai, ex-militaires, c'est vrai, c'est vrai. et qui se C'est sont vrai. extasiés sans aucun recul par rapport à ce qui se passait. Parce que le problème Mm. quand tu es sur le plateau, bon, il m'est arrivé d'aller sur le plateau, mais à d'autres Mhm. propos, c'est que la question que va te poser le journaliste, c'est une question qui est basée sur la binarité. C'est oui ou non, ou Mm. pensez-vous que, ainsi de suite. Et si l'interlocuteur, qui pourtant a l'habitude des plateaux, n'a pas la capacité à prendre du recul, à reformuler la question et à proposer une explication qui est Mm. autre, Mhm. évidemment, on reste dans le commentaire de la guerre TikTok avec, vous avez vu, il y a le char qui brûle, ainsi de suite, vous voyez. Mais c'est de ce niveau-là. Alors tout le monde s'est extasié parce que, évidemment, Mm. sur les plateaux, ils sont très, très pro-ukrainiens, donc ils sont extasiés, ainsi de suite, les Russes humilient, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas tous ces qualificatifs ne sont pas des éléments d'analyse. Mhm. 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 C'est pas des Mhm. éléments de compréhension, tout ça, de ce qui se passe. Mhm. Hein. Mhm. Et c'est pour ça que dès que j'en commence à entendre des qualificatifs comme ça, euh, même s'il y a de l'info parfois qui peut être intéressante, je coupe parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a quand même des intervenants qui sont très intéressants. Il y a le général de Saint-Quentin là, qui est intervenu sur LCI, qui est l'ancien chef des opérations des armées françaises. Lui, il a vraiment une analyse, je trouve, qui est très, très professionnelle Mhm. et qui amène une hauteur de vue. Hein, alors, même s'il a ses opinions, c'est intéressant de l'écouter. Hein, Mhm. par contre, il y a quelques généraux, des aviateurs notamment, quand je les entends, je me dis, mais c'est pas possible. Hein, ou alors même d'anciens officiers de l'armée de terre, que je ne citerai pas, qui en fait n'ont pas de... Mais là, j'ai écouté dernièrement Michel Goya, il est toujours très très circonspect par rapport à ce qui se passe. Donc la plupart de ceux qui ont un raisonnement qui est fondé sur l'histoire de la guerre ou sur l'intérêt stratégique d'une opération se posent toujours énormément de questions. Mais Surtout le vous savez, bénéfice. En fait. oui, ouais, très intéressant, très intéressant. D'ailleurs, vous savez, les Ukrainiens me font très penser aux soviets de la Deuxième Guerre mondiale, quand même, en termes de en termes de, comment dire, en étant très imprévisibles. C'est-à-dire que les Russes ont ce côté plus état-major soviète, sang-froid, on fait une opération après l'autre. Mais les Allemands disaient toujours que combattre contre les Soviets, c'était très dur, puisqu'ils font ces opérations qui n'ont aucun sens des fois.
Et les Allemands sont obligés de répondre à ces opérations en envoyant des troupes. Et les Russes faisaient constamment, mais tout le temps, des opérations comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Et des fois, ils se battent, mais vraiment jusqu'au bout pour des positions qui ne valent même pas la peine d'être défendues. Et Mais les comme Allemands on étaient juste dit, choqués de faire face à ça. Et je en- pense que les Ukrainiens ont ce côté-là de... ouais. Mais je pense que l'état-major russe, justement, sa difficulté, c'est qu'actuellement, il se bat face à un Russe. Oui, exactement, c'est ça. C'est ils ne sont pas habitués. Et on revient à ce qu'on avait dit, je pense, dans les premières fois, les premières vidéos qu'on a faites ensemble. C'est-à-dire, c'est une sorte de guerre civile. Et oui. Et c'est un miroir. D'ailleurs, Wagner, dans leur film Best in Hell, qui retrace la bataille de Popasna, c'est l'élément principal de leur film. C'est-à-dire, ils se disent que combattre contre les Ukrainiens, c'est comme combattre face à un miroir. Donc, c'est les mêmes tactiques, c'est la même idéologie et c'est très difficile. Et surtout, Syrski, c'est vraiment un officier général russe qui a fait toute sa carrière et ses écoles de formation en Russie, ce qui n'est pas le cas de Jaloujny. Ah oui. Et En ça, je Union pense que soviétique, c'est... en Union Comment? soviétique, tous Oui, ces oui. débuts de carrière, c'est Et en je Union pense que, en soviétique. fait, la vraie difficulté maintenant, depuis qu'il a été nommé chef d'état-major des armées, pour les Russes, c'est qu'en fait, et moi je suis Hmm. convaincu que Ah, Syrski est beaucoup c'est plus bien ça. performant que Jalouzny, hein, Hmm. et de façon, ne serait-ce que je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, de morphopsychologie, quand on regarde la morphopsychologie de Jalouzny, qui devait être très très fort, je pense, en banquier, et l'autre Je savais que Et en t'allais la minette, sortir. et l'autre Je qui est savais que plus t'allais la âgé, qui est sortir. plus âgé, et qu'on voit vraiment qu'il est affûté, je pense qu'on Ouais, est on est face à deux alors, psychologies qui sont totalement différentes, ne serait-ce que de la morphopsychologie, et surtout, lui, il connaît parfaitement les gens qu'il y a en face. ouais, ouais, alors, absolument. justement, Il T'as le raison, connaît t'as même raison. personnellement. Ouais, ouais, puisqu'on en est oui, à la c'est... morphopsychologie des chefs, euh, sur ce qui va se passer. Euh, Juste c'est une indication parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on voit beaucoup dans l'affaire de Koursk, du côté russe, on voit beaucoup Apti Alodinov, qui est le type de le Tchétchène, hein, qui Oui, mais les semble-t-il, Tchétchènes, ils ne valent rien au plan militaire en ce moment. Je non, pense non, qu'ils ne alors valent attends, pas je grand-chose. Ouais. termine ma. Il est mis en avant, il est devenu un peu porte-parole, Ouais. et je l'ai entendu dire, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, ce qu'il en est, et le rôle qu'il joue. Ils se sont quand même pas mal battus à Mariupol, hein, c'est eux qui ont été en partie, hein. Et Oui, mais c'est donc, la seule fois, hein. comment? Non, mais je veux juste dire qu'à part Non, non, Mariupol, on les a pas il vus, a dit hein. la chose suivante, Ah, je ne sais pas pardon, comment oui. il faut le prendre. Il a dit, écoutez, cette affaire de Koursk, on la réglera cet automne et on mettra fin en même temps au SMO. Voilà ce que j'ai entendu. C'est tout. Je ne sais pas du tout sur quoi ça repose. Est-ce que c'est de la com de circonstances comme ça ou bien est-ce que c'est plus sérieux? Je ne sais pas du Bon, tout. pour en venir aux Tchétchènes, c'est Akhmat, hein, c'est en fait la garde nationale, c'est une infanterie légère en fait. Je sais pas, on n'a pas vraiment d'équivalent. Alors les Turcs, ils ont une gendarmerie qui ressemble un petit peu à ça, mais donc on est avec des moyens très très légers. Et donc à Mariupol, ils ont pu être engagés parce que ils ont fait du combat d'infanterie. Là, lorsqu'il y a eu la poussée, notamment avec les moyens lourds, c'est clair qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire. Par contre, il semblerait que justement, comme on est plutôt sur un travail d'embuscade de la part des Russes, justement sur les Hmm. colonnes qui s'infiltrent, à cause de la configuration, de la topographie de la zone de course, avec notamment pas mal de forêts, il serait à nouveau en action justement dans ces embuscades Mhm. qui sont conduites. J'avais lu Ouais. un témoignage disant que au début, il n'y avait pas, alors on parlait de front, il n'y avait pas de ligne de front, que c'était plutôt des groupes qui s'affrontaient sans ligne, enfin, sans ligne de front, quoi. Que c'était vraiment sous la canopée d'ailleurs, hein, Oui, ben ça ce ressemble beaucoup à ce que dont les tu as Russes parlé ont concernant la fait en forêt, c'était février. important. Oui, je pense que cette offensive de course me rappelle énormément ce que les Russes ont vécu en février et mars 2022. C'est-à-dire que les zones de contrôle, c'est plutôt les axes routiers principaux, mais il y a des poches de résistance qui sont toujours laissées en arrière et qui peuvent tendre des embuscades aux unités de ravitaillement. C'est le coup Exactement. classique. Et je pense qu'en ce moment, les Ukrainiens sont en train de nettoyer ces poches de résistance puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir pousser beaucoup plus loin
sans régler le problème sur leurs arrières. Donc ça, je pense que c'est évident. Mais tout ça pour dire que les Tchétchènes, et j'avais interviewé un Tchétchène à un moment, et en fait, comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de show, c'est-à-dire que beaucoup de PR stunt, comme on dit en anglais, de campagne de communication en ce qui concerne les Tchétchènes. C'est-à-dire qu'on les a vus à Kiev. C'est-à-dire qu'on avait vu ces soi-disant 10 000 Tchétchènes et tout. Au final, il ne s'est rien passé. Donc, je pense que les Tchétchènes ne vont pas participer plus que ça à la guerre. Et je pense que l'armée russe ne veut pas non plus les impliquer que ça, sachant que demain, ça pourrait être leur ennemi. Donc, je dis juste Mais, que ouais. connaissant les Russes, et, et le Caucase, ils savent que ils vont devoir y aller de temps en temps. Mais ce n'est pas très important pour la discussion d'aujourd'hui de toute façon, puisque Ahmad, c'est un détachement. Je ne pense pas qu'il y a plus qu'un bataillon déployé sur les lignes de Kursk. Voilà, tout ce que je voulais dire. Non, non, mais j'ai ma réponse, hein, j'ai ma réponse, parce que j'ai trouvé, moi je passe pas mes journées sur Telegram, je regarde un petit peu, mais je trouvais qu'on voyait beaucoup ce gars-là. Oui, oui, oui. Donc, et il avait, y compris interviewé par des journalistes d'une certaine importance, de Sputnik ou de RT. Donc, voilà, je me Est-ce demandais que la qu'est-ce. guerre va vraiment finir d'ici 4 mois? Je ne sais pas. Moi, je crois pas, Je... mais Bon, donc, donc, je pour crois pas, mais c'est résumer, très intuitif, hein. Moi, je suis de ceux qui je disent pense. exactement comme Hervé depuis déjà assez longtemps, les gens qui me suivent et nos auditeurs le savent, les Russes font durer le plaisir, ce qui est une vilaine expression, mais ils ont leur temps. Si ce n'est que, il y a des choses qui bougent. Alors là, on revient sur l'affrontement Nord-Sud. Alors sur la situation je vais les recommander, sur la situation en Russie, un article de Jacques Sapir sur Mhm, le salariat en Russie. mhm, C'est une période faste pour les salariés, c'est-à-dire que les salaires ont augmenté, il y a des besoins importants de main-d'œuvre, etc., et que mhm. c'est le moment pour les salariés de demander des augmentations. Et deuxièmement, un autre article de Sapir sur les institutions financières des BRICS plus d'ailleurs. Euh, il part de l'analyse selon laquelle il y a que quand les BRICS se sont lancés, puis bon, maintenant on sait très bien qu'elles évoluent beaucoup, il y avait soit la volonté de s'inscrire dans un système où l'Occident restait présent et en prenant les règles de l'Occident et en les appliquant à leur façon, soit se séparer finalement vider les institutions FMI, Banque mondiale et autres de leur substance, OMC, pour créer leurs propres institutions. Et cet article que j'ai lu tout à l'heure, d'ailleurs, qui est très intéressant parce que, et finalement assez convaincant sur ce qui est en train de se passer. Alors la Euh, dédollarisation, ça va prendre du temps, etc. Non, mais il y a une espèce de pôle qui se crée et là-dessus, la guerre russo-ukrainienne constitue un petit peu une épine dans le pied des BRICS+. Peut-être qu'ils vont dire aux Russes, faudrait trouver la solution quand même. Mais honnêtement, c'est pas mon domaine de prédilection, toute cette question économique, mais je voudrais juste euh, tourner votre attention sur, et on peut en parler quelques minutes, on n'est pas obligé de faire toute une émission là-dessus, sur l'embuscade de Wagner au Mali, puisque ça rentre dans cette optique du nord au sud. Donc c'est pour ça que j'en parle, puisque tu as mentionné ce combat, disons, entre le nord et le sud global. Mais c'est très intéressant puisque cette embuscade qui a tué énormément de troupes, il y a beaucoup de soldats maliens qui ont été aussi avec l'unité de Wagner, mais on parle quand même de au moins 100 morts. Bon, les Russes ont essayé de dire c'est le moins possible, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même assez énorme. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, les forces françaises au Mali n'ont jamais subi un tel échec en presque 10 ans de présence dans le Sahel. Et les Russes, ils s'empêtrent dans ce Sahel qu'ils ne connaissent pas ou très mal, en pensant pouvoir, pardonnez-moi le terme, libérer et décoloniser, et ils s'empêtrent dans ce piège sans comprendre vraiment les tenants et les aboutissants ouais, et les questions ethniques. Et pourquoi je veux en parler, et je te laisse la parole, c'est que cette embuscade a eu lieu très proche de la frontière algérienne. Maintenant, l'Algérie est un allié de la Russie,
Mais je pense que toute cette opération a été très mal pensée géopolitiquement parce que de toucher aux Touaregs et de s'approcher de la frontière algérienne, les Algériens n'ont pas aimé ça, surtout de leurs soi-disant alliés. Donc les Algériens, je pense que ce sont eux qui ont bien aidé les Touaregs et pas les Ukrainiens comme on le pense. C'est complètement... Pour moi, je trouve ça fantaisiste. Je pense qu'il y a eu plus d'aide du Nord, mais bon, ça, c'est mon opinion. Mais tout ça pour dire que les Russes ont très mal joué leur carte dans cette zone et ils auraient pu mieux faire. Je m'attendais à mieux, en fait, de l'armée russe et c'était pas brillant. Et ils ont froissé un de leurs alliés les plus proches, quoi. D'abord, un remarque, je ne me suis pas intéressé au sujet, hein, même si on peut constater quand même que les Ukrainiens sont présents au Soudan, ça c'est une réalité. Oui. Il y a des opérateurs ukrainiens au Soudan. Ouais. Maintenant, à Donc, quel... pourquoi? Et chaque fois que le Wagner est présent quelque part, il y a des Ukrainiens qui sont présents. Pourquoi ils ne seraient pas présents également au Mali? Possible, Alors possible. maintenant, Wagner, c'est pas l'armée russe. Il faut pas l'oublier quand même. C'est des contracteurs. Hein, Oui. donc c'est une armée c'est une unité qui en fait ne décide pas forcément des opérations, aide les opérations et est en appui de l'armée malienne. Alors que l'armée française, c'est d'ailleurs ce que lui reprochaient les Maliens, mais peut-être que ce qui s'est passé avec Wagner, on peut comprendre pourquoi les Français ne faisaient que des opérations quasiment que eux-mêmes ils pilotaient et que les Maliens étaient après en, en appui. Alors, ce n'est pas une critique de l'armée malienne, c'est juste un constat. Et surtout, si on s'intéresse à ce problème géopolitique et puis culturel et ethnique de cette zone-là, c'est un problème qui n'est pas un problème au départ de djihadistes, c'est un problème entre les sédentaires et les Touaregs qui sont en fait des itinérants. Hein. Et donc c'est un problème qui est vieux quasiment comme cette zone-là. Et ça, les Français, même s'ils avaient des sachants qui auraient pu je ne parle pas des militaires, hein, je parle des politiques, hein, Mhm, mhm. les conseiller sur la conduite de la guerre et ce qui se passait réellement, peut-être qu'ils auraient agi également différemment pour bien comprendre que la solution était avant tout politique. C'est un problème politique, en fait, hein, entre les Absolument. itinérants, donc les nomades, et puis les sédentaires. Hein, donc les itinérants, les Peuls, ainsi de suite, et puis les Touaregs Et voilà, qui exactement. ont fait alliance derrière une pseudo-idéologie islamiste, mais ça a toujours pas. Bernard Lugan en parle très bien. Mais bien sûr, Bernard Oui. Lugan, tout à Je fait. vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Je suis comme Hervé, je n'ai pas du tout J'ai fait suivi toute une ça, vidéo mais sur le sujet, hein. Je dis ça comme ça, en suivi, promotion. je sais, j'ai pas tellement suivi ça, mais ce que je me dis, c'est que si on voit toute cette Afrique que je vais appeler sahélienne, hein, y compris que je Ouais. vais mettre le Tchad dedans, et puis ce qui s'est passé au Sénégal, que je connais bien. Et donc, ce que je constate, c'est que la France-Afrique a été perdue par la France et par conséquent par l'Occident. Il y a le Niger, dont les Américains se sont fait foutre dehors. Moi, je pense que l'Occident ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Hein, et que cette opération, je ne sais pas qui est intervenu, je ne sais pas pourquoi. Alors on parle des Ukrainiens. Je pense que ce n'est pas perdu pour tout le monde. Il ne faut pas s'imaginer, et je ne comprendrai pas d'ailleurs du point de vue des intérêts de la France, hein, même si je considère que nos orientations internationales ne sont pas les bonnes, on n'essaie pas de reprendre pied et on n'essaie pas de contrebalancer la défaite qu'on a subie l'année dernière, que M. Macron a subie. C'est-à-dire qu'on s'est fait virer d'Afrique. Donc, que l'Occident soit encore à la manœuvre, comme il l'est d'ailleurs au Rwanda. Hein. Je veux dire, ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, voilà, Mm. moi, je le vois comme ça. Oui, 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 Wagner est tombé dans un sacré piège. Hein. Mais Et, Ouais. Mais fallait pas s'imaginer que sur le. l'Occident, y compris avec le rôle ambigu de l'Algérie, hein. Oh, ouais. oh, oh, Ouais, oui, bien oh sûr. oui, Mais, mais, Voilà, voilà. mais bon, les Algériens jouent leurs cartes toujours. stratégiques à l'échelle régionale. Pour revenir à la Russie et l'Afrique noire, il ne faut pas croire que la Russie n'a pas de connaissance de l'Afrique noire. Oui, Ils ont mais été très, exactement, très c'est ça. présents. Ils ont Oui, été très, très présents. Ils ont beaucoup d'africanologues. À oui. l'époque soviétique, justement, dans tous ces régimes autoritaires qui étaient, entre guillemets, des régimes révolutionnaires. Et donc, en fait, au Bénin, au Mhm. Mali, au Burkina Faso. Donc, Oui, et ils c'est ont pour ça cette que ça m'étonne ce qui s'est arrivé. C'est pour ça que cette embuscade et cette défaite tactique, on pourrait dire ça,
m'interpelle, puisque ça va à l'encontre de ce que les Russes savent sur cette région du monde. Oui, mais bon, les Touaregs sont quand même de redoutables combattants, hein. Et ne pas oublier également les défaites qui avaient été infligées à l'armée libyenne par les Tchadiens, hein. Et on est un peu sur des configurations qui Mhm, sont mhm. comparables, hein. Les Touaregs, les itinérants, les nomades, sont des guerriers. Sont des guerriers. Ils ont toujours été des guerriers. Les autres, en face, sont des agriculteurs et avec des soldats qui ne sont pas forcément plus motivés que ça, hein. Donc, De euh, la manière je parle que de je le l'armée décris, malienne. Je parle de l'armée oui, malienne. oui. La manière dont je décris la situation au Mali, elle est un peu peut-être brusque, pardonnez-moi, mais c'est que Wagner est là pour les mines d'or. C'est-à-dire qu'on trouve Wagner partout où il y a principalement de l'or. Au Soudan, on les voit au Soudan, on les voit au Mali. Maintenant, de Wagner consistait à récupérer des mines d'or qui se trouvaient à la frontière algérienne. Si vous voyez sur satellite, on les voit, les mines d'or. Ce sont des mines artisanales. Donc, la plupart des mines au Mali sont au sud du pays, proche de la capitale. Mais maintenant, il y a eu une découverte de nouvelles mines d'or au nord. Et c'est pour ça que maintenant, Wagner s'intéresse au nord du pays. Avant, je ne pense pas que c'était vraiment l'intérêt de cette organisation. Et là où Wagner est très important pour la Russie, c'est que cet or, il le ramène à la Russie et ça permet de tenir face aux sanctions. Donc il y a quand même un intérêt géostratégique. Ah ben oui, évidemment. Ouais, bien sûr. Et l'autre aspect, c'est de protéger les présidents du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Donc ça, c'est l'autre rôle de Wagner. Tout le reste, je pense que c'est anecdotique et leur mission est très simple. Comparé aux Français qui n'avaient pas de mission, en fait, l'armée française n'avait pas vraiment de directive politique plus que ça. Donc, Il n'y voilà. avait pas d'état final recherché qui avait été mis en place. Voilà, Et plus on est resté sur place, plus en fait on s'est mis en difficulté voilà, avec voilà. des pertes, ainsi de suite, même si on n'a pas eu les pertes qu'ont eu les Wagnerites. Pour Mais voilà, c'est tout ce schématiser, que je. on s'est Voilà. fait chasser du Burkina Faso, on s'est fait chasser de Centrafrique, on s'est fait chasser du Mali. On est en froid avec de nombreux pays africains qui faisaient partie historiquement de la sphère d'influence française. Le Sénégal, Et c'est bientôt, dû là. à Le quoi? Sénégal en parle aussi, là, Oui, du c'est dû à départ des quoi? troupes À françaises. des erreurs diplomatiques, Oui. vis-à-vis de pays et de dirigeants qui culturellement n'acceptent pas certaines des orientations, on va dire, sociétales qu'on cherche à leur imposer. C'est ce que disait le président congolais quand il était interviewé par, comment est-ce qu'il s'appelle, Rochebain, le gars de LCI. Il disait oui, mais les Chinois, les Russes, et l'autre lui disait, mais attendez, ils nous parlent normalement. Ils nous parlent comme à des égaux. Ils viennent pas pour nous donner des leçons et nous expliquer qu'il faut qu'on mette en place le mariage gay. Donc, et ça, malheureusement, cette arrogance, mais même Mélenchon, il va saluer le nouveau président qui a été élu au Sénégal et dans son discours, il commence à aborder la question du mariage gay. Non mais moi je connais bien le Sénégal, sinon très bien, hein. J'ai été l'avocat du principal opposant à Léopold Sédar Senghor quand il était le premier président du Sénégal indépendant. Il faudra que j'écrive ça où je raconte les histoires, mais bon, c'est un autre débat. Et donc, oui, oui, c'est une excellente idée d'aller leur dire qu'il faut qu'ils mettent en place le mariage gay. Mais tout ce que je voulais dire avec ça, c'est que même, il y a quand même des, des pièces qui bougent comme ça au sein même des BRICS, au sein même de cette alliance qui est quand même une alliance très hétérogène, hein. C'est-à-dire qu'il y a la Chine et l'Inde ne sont pas vraiment des alliés. Il y a beaucoup de pays qui sont forcément des ennemis, qui ont au moins, pas, je dirais, des intérêts divergents. Donc, voilà. Ils ont un intérêt commun aujourd'hui, hein. Oui, C'est, aujourd'hui, mais oui, mais demain. c'est contre l'hégémon. Et ça, et l'autre, il leur fait des cadeaux tous les jours, hein. Ouais. Messieurs, Voilà. on a tenu sur notre heure, hein. On pourrait être fort long, hein, et merci vraiment
pour l'examen et la clarté apportée à cette opération de Koursk. Je pense que j'invite tous nos amis. Alors, vous mettez des pouces, vous faites tout ce qu'il faut hein, pour le référencement. Et puis, vous dites à vos copains qui se posent des questions, plutôt que d'aller sur Twitter, lire ce que raconte Titelman, d'aller le regarder, il a une audience importante. Hein. À chaque fois, il fait 200, 300 000. Hein. Donc, mais venez écouter Alexandre et Hervé qui vous donneront les bonnes informations. Messieurs, merci. Bon, ok. Allez, merci messieurs. À bientôt.